Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors je te rejoins aujourd'hui pour te parler d'un livre de Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir est un auteur dont j'avais chroniqué déjà deux livres. Le premier livre que je t'avais chroniqué, je te mettrai le lien en description, c'était un livre sur la pensée de Spinoza. Le livre s'appelait Le miracle Spinoza. Et c'était un livre en fait véritablement intéressant parce qu'il proposait une vulgarisation au sens noble du terme et une initiation en fait à la pensée de Spinoza. Et je trouvais que le travail était fidèle à l'œuvre de Spinoza, que le travail était bien fait. Et véritablement, quelqu'un qui ne connaît pas la pensée de Spinoza, eh bien, peut débuter d'une manière très intéressante en fait avec ce livre de Frédéric Lenoir. Pour moi, avant ce livre, Frédéric Lenoir, c'est un petit peu le philosophe bisounours. Quand on l'écoute à la télé, on a un petit peu l'impression que voilà, c'est un philosophe un peu bisounours. Et en fait, finalement, c'est un philosophe très intéressant, qui est très doué pour la vulgarisation et qui en plus a une belle plume. Donc ça ne gâche véritablement rien. Donc le miracle Spinoza, véritablement, je te le conseille. J'avais lu un deuxième livre de Frédéric Lenoir. J'ai zappé le titre, je te mettrai la couverture ici. C'était Les Anges quelque chose, je ne sais plus. Et en fait, je me souviens bien de l'histoire par contre, eh bien, c'était une personne âgée qui dans un hôpital, en fait, dans la même chambre d'hôpital, rencontrait un jeune adolescent qui avait fait une tentative de suicide. Et en fait, les deux vont se mettre à échanger sur la mort, sur la vie, sur pourquoi la mort, pourquoi on a envie de mourir, pourquoi c'est important de vivre, etc. Et donc, ça va lever véritablement plein de questions existentielles et des questions très intéressantes. Et on est là cette fois sur le ton du roman, enfin sur la forme du roman. Et véritablement, le livre est intéressant. Il y a des références philosophiques à Spinoza, à Nietzsche. Il y a des références littéraires comme à Victor Hugo. Donc véritablement un livre très très intéressant aussi. Pareil, je te mettrai le lien de la présentation en description. Des livres que j'ai beaucoup aimés. Pourquoi je te parle de ces deux livres avant ? Eh bien tout simplement pour te signifier en fait dans quel état d'esprit j'arrivais vers ce livre où cette fois on a un essai qui nous présente la vie et l'œuvre de Gustav Jung. Eh bien, j'arrivais avec un état d'esprit extrêmement positif, comme tu l'as compris, parce que les deux livres que je t'ai présentés avant, je les ai beaucoup aimés. Alors, de quoi parle ce livre, avant que je te dise si j'ai aimé ou pas? De quoi parle ce livre? Eh bien, ce livre, en fait, va nous présenter déjà la vie de Gustav Jung. Donc, Gustav Jung, c'est un psychanalyste qui a été un élève de Freud, qui a vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et en fait, oui, comme je l'ai dit, il a été un élève de Freud, il a même été son disciple préféré. Et puis finalement, en fait, ils se sont écartés parce qu'il y a eu des tensions entre les deux. Gustav Jung reprochait à Freud, en fait, d'être trop dans sa pensée, en fait, de tout remettre et de tout lier de près ou de loin à la libido. Et pour Gustav Jung, c'était un problème. Et Freud reprochait à Gustav Jung, en fait, son irrationalité, parce que, eh bien, c'est ce que nous apprend ce livre. Hein. Moi, je ne connaissais pas du tout Gustav Jung, donc c'est pour ça que ce livre m'intéressait, pour découvrir un peu qui était ce penseur, qui était ce psychanalyste et quelle a été sa vie. Et en gros, eh bien, Gustav Jung, c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille où on croyait en fait à tout ce qui est irrationnel, on croyait aux esprits, on croyait à la divination, à ces choses-là. Et en fait, ça se retrouvait dans la pensée de Gustav Jung, et Freud reprochait cela à Gustav Jung. Donc du coup, ils se sont écartés avec les années, même s'ils ont été très amis à un moment. D'ailleurs, Freud voyait en Gustav Jung son successeur, et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, Gustav Jung, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? On peut dire que, eh bien, il y a des polémiques sur le fait qu'il ait été antisémite. Alors, Frédéric Lenoir semble réfuter cela. Malgré tout, moi, je pense que ça reste soumis à interprétation, parce que malgré en fait les faits qu'il nous présente, il y a quand même des choses qui sont troublantes, comme par exemple le fait que Gustav Jung ait continué à diriger un journal alors qu'il était entouré d'antisémites patents et même d'une personne très liée au parti nazi. Donc voilà, il a eu aussi en fait des écrits sur les juifs en pleine période d'antisémitisme où il critiquait en fait la pensée juive et la manière d'être juif, ce qui en soi n'est pas mauvais, mais enfin quand on est sous régime nazi, c'est peut-être pas forcément le moment en fait de balancer ce genre d'écrits. Et donc je pense en fait qu'il y a une ambiguïté en fait autour de l'antisémitisme de Gustav Jung. Maintenant c'est vrai que je connais pas son œuvre et donc je ne serais pas pertinent pour trancher ici s'il était antisémite ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a un petit doute qui persiste. Et puis, donc voilà, il nous présente la vie de Jung, qui était quelqu'un qui faisait des psychanalyses, quelqu'un qui sortait avec certaines de ses patientes, qui couchait avec elles, il était marié, il avait des maîtresses, enfin voilà, quelqu'un qui avait une vie comme ça, un petit peu désordonnée, un petit peu déréglée. Et véritablement, moi, ça m'a un petit peu gêné déjà dès le départ.
Non pas dans le livre de Frédéric Lenoir, qui comme d'habitude en fait est véritablement bien écrit, intéressant, mais dans la pensée de Jung, parce que j'ai besoin en fait qu'une personne vive ce qu'il dit et fasse ce qu'il écrit. Et j'ai besoin en fait que ce soit une personne qui ait, en tout cas selon mes critères à moi, un minimum d'éthique, un minimum de valeur pour que je puisse en fait me créer, enfin dans mon esprit, m'identifier et crédibiliser la pensée de quelqu'un. Par exemple, moi, vous le savez, je suis un fervent lecteur de Spinoza et véritablement, eh bien, quand je vois la vie bien réglée de Spinoza, c'est vrai que j'ai tendance à m'identifier et à me dire voilà, c'est le modèle ultime, j'y arriverai jamais, mais c'est le modèle ultime, c'est le modèle vers lequel j'ai envie de tendre. En tout cas, c'est une pensée qui est intéressante parce que, eh bien, c'est pas quelqu'un qui s'est contenté d'écrire de belles choses. Spinoza, c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il a écrit et qui a mis en pratique sa philosophie. C'est d'ailleurs ce qui fait, petite parenthèse, de la philosophie de Spinoza une philosophie pratique. Contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas dans quelque chose de seulement abstrait. Même si la philosophie commence évidemment par l'abstraction, puisque donner du sens, eh bien, c'est pouvoir imaginer des choses. Enfin bref, je referme la parenthèse. On revient sur Gustav Jung, et donc du coup, moi, j'ai véritablement du mal avec les gens comme ça qui ont une vie mal réglée, qui trompent leur femme, qui sortent avec des patientes, alors que c'est une patiente, tu es censé être professionnel avec elle. Donc voilà, ça m'a posé problème déjà dans la biographie, dans la vie de Gustav Jung. Voilà, ça m'a posé des problèmes. Alors encore une fois, c'est pas du tout Frédéric Lenoir qui est mis en cause ici, parce que véritablement, il nous décrit ça de la manière la plus objective possible. Il nous décrit ça d'une manière très intéressante, avec une plume qui suscite la curiosité et l'envie. Ça se lit véritablement avec une grande fluidité. Donc voilà. Ensuite, Frédéric Lenoir va nous parler de concepts que Jung a développés. Et il a développé par exemple le processus d'individuation, donc voilà, c'est la séparation du moi et du soi, et qui en fait essaye de se synchroniser, de se mettre en accord. Enfin, c'est plus compliqué que ça, je vous laisserai découvrir, mais voilà, il y a le processus d'individuation, il y a le processus, le concept de synchronicité. Donc par exemple, pour vous donner un exemple concret qui moi m'a choqué, parce que véritablement, j'ai pas compris comment on peut crédibiliser ce genre de bêtises, mais en gros, pour illustrer le concept de synchronicité chez Jung, c'est qu'en fait, il y a des choses qui arrivent en même temps, mais qui ne sont pas dues à des rapports de cause à effet, mais tout simplement à un sens commun. Et donc il illustre ça, Frédéric Lenoir, et il nous dit que Jung relate une séance de psychanalyse avec une patiente qui avait rêvé en fait d'un scarabée doré ou noir, je ne sais plus. Et quelques minutes plus tard, en fait, s'écrase sur la fenêtre de Jung un scarabée noir. Voilà. N'importe qui avec un esprit un poil sensé aurait conclu au hasard. Gustav Jung, sans aucune démonstration, en fait, a conclu qu'il s'agissait là de synchronicité. Alors il y a eu quelques autres exemples comme ça. Une fois, un patient est arrivé très énervé, et puis au final, il y a eu un craquement dans l'armoire de Gustav Jung. Et donc il a mis ça sur le concept de synchronicité. Donc véritablement, moi j'ai du mal avec ça en fait. Je suis un rationaliste, et véritablement j'ai du mal avec ce genre de pensée qui ne démontre pas ce dont il parle, et qui postule de choses comme ça, comme si c'était un petit peu au hasard, il remarque des choses. Et c'est difficile pour moi de crédibiliser ça, parce que quand on a lu Descartes, on sait à quel point nos sens peuvent nous tromper, on sait à quel point notre imagination peut nous tromper, et à quel point en fait notre esprit est fort pour rationaliser nos croyances. Et voilà, j'ai véritablement du mal avec quelqu'un comme ça qui postule de choses qui sont suprasensibles, qui sont hors de la rationalité, et qui postulent de choses qu'on doit accepter comme ça sans réfléchir. C'est véritablement pour moi impossible. Et donc du coup, j'ai pas été sensible du tout en fait à la pensée de Gustav Jung à cause de choses comme ça qui sont émaillées tout au long en fait de sa pensée. Malgré tout, j'ai trouvé quand même quelque chose d'intéressant, comme par exemple le concept de la symbolique, le concept d'inconscient collectif, le fait qu'on ait un inconscient familial. Alors ça, j'étais un peu plus réticent en fait à accepter ça, mais en fait, j'ai l'air de quelqu'un qui dit voilà, ce concept je l'aime bien, ce concept je l'aime pas, mais parce qu'on est véritablement dans la subjectivité. C'est-à-dire, vu que Gustav Jung en fait ne démontre rien et ne s'appuie pas sur une pensée rationnelle,
eh bien, il n'y a que votre opinion et votre subjectivité qui peut adhérer ou pas au concept qu'il déploie. En tout cas, c'est ce que, encore une fois, je n'ai pas été encore à l'œuvre de Jung, mais c'est ce qu'on comprend à la lecture, en fait, du livre de Frédéric Lenoir. Donc voilà, véritablement, je vous laisserai le découvrir. Il y a d'autres concepts. Voilà, je le disais, j'ai eu du mal avec ce fameux concept d'inconscient familial, c'est-à-dire que nous aurions à régler en fait les problématiques inconscientes d'une lignée en fait qui est notre famille. Ce qui paraît véritablement, ce qui est extrêmement critiquable et ce qui, pour moi, ça n'a pas de sens. En fait, ça ne tient pas debout. On peut le démonter en 2 secondes. Quand on voit, par exemple, les gens qui sont adoptés et qui adoptent les problématiques de leur famille d'adoption, on voit véritablement qu'il ne s'agit pas de lien filial. On voit véritablement qu'il s'agit plutôt d'émotions et de sentiments qui sont extrêmement voilà, qu'on peut refiler aux personnes qui sont autour de nous. Donc, c'est vraiment une pensée qui est irrationnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'intéressant. Encore une fois, il y a des choses intéressantes. Les symboliques autour de... Ça, c'est pareil. Il y a toute la symbolique, en fait. Parce que pour Jung, en fait, il y a des symboles qui peuvent, en fait, vous parler sans aucun mot. Et qui peuvent décrire, en fait, un état intérieur. La pensée de Jung est véritablement tournée vers l'intérieur, mais ça ne m'a pas parlé parce qu'encore une fois, eh bien, rien n'est démontré. On est véritablement sur des postulats de départ. Pour la symbolique, par exemple, eh bien, il nous dit que, par exemple, le soleil en fait signifie quelque chose pour nous tous. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Comment on le démontre? Comment ça se manifeste concrètement? On n'a rien du tout de tout ça. Alors peut-être que c'est présent dans l'œuvre de Jung et que Lenoir ne nous en a pas parlé. Ce dont je doute parce que dans le Miracle Spinoza, il nous parlait en fait de la rationalité de Spinoza. Et là, en fait, il ne nous parle pas de rationalité. Donc, j'imagine que Jung ne démontre pas ce dont il parle et qu'il part de postulats qui sont véritablement chez lui des croyances et qui sont respectables comme toutes les croyances. Mais moi, je ne peux pas me fier à des croyances pour crédibiliser un concept ou pas. Et puis, c'est pareil, il a des citations, Gustav Jung, en nous disant que, eh bien, c'est pas parce que nous croyons à des choses qui ne sont pas encore démontrées qu'elles n'existent pas. Oui, c'est une tautologie, mais on ne peut pas croire à tout et à n'importe quoi sous prétexte que la science n'a pas encore tout démontré et que tout n'est pas, en fait, tout n'est pas démontré à notre conscience et à notre intellect. Sinon, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi et on peut croire à n'importe quoi, on peut inventer des choses, on peut fabriquer, former des sectes avec bonne conscience. Enfin, véritablement, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Donc j'ai un avis mitigé en fait à la lecture de ce livre, vous l'avez compris. D'un côté, je l'ai bien aimé parce que je trouve que Lenoir décrit parfaitement en fait la pensée de Jung. C'est très compréhensible, c'est très accessible. Je trouve que Lenoir aussi nous parle bien de la vie de Gustav Jung. C'est pas trop long, mais en même temps on a les éléments qui sont importants. Donc voilà, un bon livre. Si vous n'êtes pas aussi rationaliste que moi, honnêtement, c'est un livre qui peut vous plaire. C'est un bon livre. Mais si vous êtes un tant soit peu rationaliste, eh bien, vous allez véritablement avoir du mal avec la pensée de Jung. Et donc, du coup, ce livre risque de ne pas vous plaire. Voilà. Mais ce n'est pas du tout une critique de l'auteur, bien que Frédéric Lenoir dit que Gustav Jung est sa principale source d'inspiration de ces dernières années avec Spinoza dans la construction de sa pensée. Et honnêtement, je ne vois pas du tout le rapport en fait entre Jung et Spinoza. On nous dit que les deux ont un rapport parce qu'ils étaient en avance sur leur temps. Alors peut-être, mais on a des livres qui montrent que Spinoza avait raison dans sa description des passions dans l'éthique, mais on n'a pas de livre qui nous montre que... et puis la science n'a pas démontré en fait que Jung avait raison sur le concept de synchronicité, sur le concept d'inconscient collectif, d'inconscient familial. Donc voilà, l'inconscient collectif, si on sait aujourd'hui qu'il existe, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est ce qu'on appelle le Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps. Mais est-ce que c'est véritablement un inconscient au sens où l'entend Jung, c'est-à-dire quelque chose qui est factuel et qui est caché à notre conscience? Je n'en suis pas sûr. Encore une fois,
dans la mesure où rien n'est démontré dans ce livre. C'est compliqué en fait de se faire une idée concrète. Il faut adhérer ou pas en fait aux idées de Jung. Et j'avais parlé avec des gens qui se réclamaient en fait de cette philosophie jungienne qui a bonne presse sur Internet et dont on voit beaucoup de gens se réclamer. Et en fait, c'est assez facile de se réclamer de la pensée de Jung parce qu'en fait, ça ne nécessite en vérité aucune rigueur de l'entendement, aucune rigueur rationaliste. En tout cas, c'est ce que j'en comprends à la lecture de ce livre de Frédéric Lenoir. Donc voilà, je le conseille pour ceux qui ne sont pas très rationalistes et qui ne sont pas gênés par les choses qui ne sont pas démontrées. Je le déconseille fortement à tous ceux qui ont un esprit cartésien, rationaliste et qui ont besoin qu'on démontre la véracité d'un concept pour lui donner crédibilité. Donc voilà. En tout cas, c'est un livre qui m'a laissé un sentiment mitigé, mais c'est un livre qui est bien écrit et qui est fidèle à ce que sait faire Lenoir. Et si vous aimez Frédéric Lenoir, eh bien n'hésitez pas, lisez ce livre. Et puis ne serait-ce que pour la curiosité, ça vous permet de savoir ce qu'est la psychologie jungienne, ça vous permet de comprendre quelle est la pensée de Jung dans les grandes lignes. Et donc ça, pour l'instruction et la culture personnelle, c'est toujours positif. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour les prochaines vidéos. Moi, je te dis à très bientôt. Portez-vous bien, ciao.